Le 4 décembre 1965 était une journée sombre et couverte sur une grande partie du nord-est des États-Unis. Mais là-haut dans le ciel, au-dessus de 3000 mètres, le soleil brillait, comme toujours, au-dessus d'une magnifique mer de nuages blancs et duveteux. Désormais, au-dessus des nuages, montant de cette mer, une véritable icône des années 50 voguait sans effort, un élégant et majestueux Lockheed L-1049 Super Constellation peint aux couleurs blanc et bleu d'Eastern Airlines. Ce grand avion à hélice à 4 moteurs à piston volait en croisière à 10 000 pieds en route de Boston, dans le Massachusetts, vers Newark, dans le New Jersey. Un service court courrier de routine pour cette beauté classique affectueusement surnommée la Connie. En 1965, la Constellation devenait vite obsolète face à l'essor des avions à réaction. Eastern Airlines fut finalement la dernière compagnie américaine à les retirer du service en 1968. Le commandant du vol 853 d'Eastern Airlines cet après-midi-là était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale de 42 ans. Pilote chez Eastern Airlines depuis 1953 avec plus de 11 500 heures de vol dont près de 2000 sur la Constellation. À ses côtés, dans le poste de pilotage, se trouvait un copilote de 34 ans qui travaillait chez Eastern depuis 3 ans à ce moment-là. Et il totalisait un peu plus de 8000 heures de vol à ce moment-là, dont 900 sur la Connie. Il comptait également 241 heures en tant qu'ingénieur de vol sur ce type d'appareil et possédait aussi une qualification de pilote de montgolfière. Le dernier membre de l'équipage était un ingénieur de vol de 27 ans qui rêvait de devenir commandant de bord un jour, mais qui, à ce moment-là, ne faisait que commencer sa carrière, avec environ 1000 heures de vol au total. À cette époque, le concept de gestion des ressources de l'équipage n'était même pas encore envisagé par les chercheurs en aéronautique. Ainsi, le fait que la culture du cockpit soit ouverte ou non dépendait fortement de la personnalité du commandant de bord. L'ingénieur de vol avait déjà volé avec des commandants de bord au comportement vraiment impérial. L'un d'eux avait même affiché un panneau sur la casquette anti-reflet, rappelant aux autres membres d'équipage que la parole du commandant de bord fait loi. Mais Charles White, commandant de bord de ce vol, n'en faisait pas partie. Non, le mécanicien navigant le trouvait sympathique et vraiment respectueux envers son équipage, et il semblait aussi accorder de l'importance à leurs avis. Les commandants de bord, comme Charles White, qui comprenaient intuitivement le CRM et savaient exploiter les connaissances et l'expérience de leur équipage. Même avant qu'il y ait des formations officielles sur ce sujet ont été absolument cruciales pour le développement du CRM et ont servi d'exemple de la façon dont cette philosophie pouvait réellement changer l'issue des situations d'urgence. Et en fait, la capacité de cet équipage à travailler ensemble allait bientôt être mise à l'épreuve ultime. Mais pour l'instant, tout semblait normal. Le vol 853 d'Eastern Airlines a quitté Boston à 15h38 avec 49 passagers et 5 membres d'équipage. Après le décollage, l'équipage était monté jusqu'à leur altitude de croisière prévue de seulement 10 000 pieds, ce qui était bien en dessous de ce dont la Connie pressurisée était capable. Mais sur une courte route comme celle-ci, qui traversait l'un des espaces aériens les plus fréquentés du pays, il était logique de rester bas et de passer sous le trafic des jets plus rapides au-dessus d'eux. À l'arrière, les 2 hôtesses de l'air se dépêchaient maintenant de terminer le service des boissons et, chose amusante, de collecter également l'argent pour les billets des passagers. Vous voyez, sur les services de navette d'Eastern Airlines, à ce moment-là, les billets étaient vendus par les hôtesses de l'air et les passagers les payaient pendant le vol. Apparemment, le prix d'un billet aller simple était de 14 $ américains à l'époque, ce qui correspondrait à environ 144 $ en valeur actuelle. À l'avant, le copilote devenait pilote en fonction et le commandant de bord, pilote surveillant. L'ingénieur de vol gérait les systèmes manuels de carburant, d'électricité et les moteurs du Constellation. Après avoir quitté le contrôle régional de la circulation aérienne de Boston, l'équipage a rapidement pris contact avec le centre régional de la circulation aérienne correspondant de New York à 16h10. Le contrôleur aérien de New York était alors équipé d'un système radar précoce qui pouvait afficher la position horizontale d'un avion, mais pas grand-chose d'autre. Le seul type de radar disponible à l'époque était le radar primaire, qui fonctionnait en renvoyant des signaux radio directement sur les cibles dans le ciel pour mesurer leur distance et leur relèvement par rapport au radar.
Le radar secondaire, qui interroge le transpondeur embarqué d'un avion afin d'afficher son altitude, sa vitesse, son cap, son identité, etc., n'était évidemment pas disponible en 1965. Les contrôleurs aériens dépendaient donc des rapports des pilotes pour ces informations, qu'ils utilisaient ensuite pour séparer les vols selon l'altitude, la distance et le temps. La séparation se faisant ainsi, l'affichage radar simple servait seulement à mieux comprendre la situation. Ce n'était pas une séparation radar comme on la connaît aujourd'hui. La séparation radar consiste pour le contrôleur à utiliser le radar pour localiser et séparer les avions directement. Séparer les avions sur la base des rapports des pilotes s'appelle la séparation procédurale. Et cela suit des directives très strictes en termes de temps estimé relatif jusqu'à un point de croisement, de distance entre les vols et bien sûr d'altitude. Mais le principe fondamental de ces deux méthodes de séparation est la séparation visuelle, également appelée voir et éviter. Cela signifie qu'on attend de tous les pilotes qu'ils restent vigilants, qu'ils surveillent la présence d'autres aéronefs et qu'ils manœuvrent éventuellement pour les éviter si nécessaire. Ces trois niveaux de séparation, radar, procédural et visuel, constituent encore aujourd'hui les piliers de la séparation des aéronefs dans tous les espaces aériens. Comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo sur l'accident du vol PSA 182, dans ce cas, la séparation basée sur le radar était disponible, mais elle n'a pas été utilisée parce que la séparation visuelle avait été approuvée. Cela montrait que ces méthodes de séparation n'étaient pas encore perçues comme des filets de sécurité à triple redondance en 1978, et donc sûrement pas non plus en 1965, et cela mérite d'être retenu. En tout cas, là-bas au centre ARTCC de New York, la charge de travail cet après-midi-là était modérée, avec un flux constant mais gérable d'avions entrant, sortant et traversant la région de New York. L'un de ces avions, le vol 853 d'Eastern Airlines, volait à 10 000 pieds sur un cap de 252 degrés. Et le Connie estimait son passage au VOR de Carmel dans la vallée de l'Hudson à New York à 16h18. Maintenant, les contrôleurs aériens avaient vu que le vol 853 n'était pas le seul avion attendu à Carmel alors. En fait, le vol 42 de Transworld Airlines, un Boeing 707, devait également passer le VOR à exactement la même heure. Ce jet à 4 moteurs avait quitté San Francisco ce matin-là et descendait maintenant vers la région de New York depuis son altitude de croisière de 37 000 pieds, avec 51 passagers et 7 membres d'équipage à bord. Et dans le poste de pilotage de ce rutilant 707 se trouvait un équipage extrêmement expérimenté. Commandé par un commandant de bord de 45 ans avec plus de 18 000 heures de vol, ainsi qu'un copilote de 42 ans avec près de 13 000 heures et un mécanicien navigant de 41 ans avec plus de 11 700 heures. Ce commandant de bord pilotait pour Transworld Airlines depuis septembre 1945, ayant rejoint la compagnie un mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, probablement après avoir servi dans l'armée. Mais le rapport final ne le confirme pas. Quoi qu'il en soit, le vol en provenance de Californie s'était déroulé sans le moindre incident jusqu'à présent et le vol 42 était désormais en train de descendre vers l'aéroport international John F. Kennedy, récemment renommé, sous le guidage radar du Centre de contrôle régional de New York, ARTCC. Après avoir reçu l'autorisation de descendre à 25 000, puis 21 000 et enfin 11 000 pieds, l'équipage a stabilisé l'avion un court instant avant d'atteindre le VOR de Carmel. Comme je l'ai mentionné, il s'attendait à le franchir à 16h18. À ce moment-là, cet équipage n'avait aucune idée de l'énorme menace qui allait bientôt se révéler. Mais s'ils avaient eu le type d'aide numérique que nous avons aujourd'hui, eh bien, cela ne les aurait pas autant surpris. Maintenant, cela dit, la numérisation d'aujourd'hui a aussi un prix. Par exemple, vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la quantité d'informations numériques que nous laissons sur nous-mêmes sur le web? Eh bien, c'est énorme. Et la plupart de ces données sont actuellement récoltées par des courtiers en données, puis revendues aux plus offrants. Donc, si vous voulez éviter que vos données ne tombent entre les mains de marketeurs, banques ou cybercriminels, faites comme moi. Et utilisez le sponsor d'aujourd'hui, Inconi. Vous voyez, Inconi traque ses courtiers à votre place et les oblige ensuite à supprimer vos informations personnelles.
Vous pourriez le faire vous-même, mais cela prendrait sans doute des mois de travail fastidieux. Alors qu'Incogni le fera pour vous, sans que vous ayez à lever le petit doigt, l'armée numérique d'Incogni parcourra continuellement Internet à la recherche de vos informations et déposera ensuite des demandes de suppression individuelle. Chaque fois qu'il trouve quelque chose, et si vous trouvez quelque chose vous-même, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de suppression personnalisée d'Incogni pour leur soumettre directement la page exacte, et leur équipe prendra alors le relais pour supprimer vos données. Même en dehors de la liste habituelle des courtiers, Incogni continuera également à surveiller la conformité tant que vous resterez avec eux. Et depuis que j'ai commencé à les utiliser, j'ai constaté une diminution drastique des spams, des appels automatisés et des emails étranges. En ce moment, vous pouvez bénéficier de 60% de réduction sur l'abonnement annuel d'Incogni. Lorsque vous scannez ce code QR ou que vous allez directement sur incogni.com pilote ou via le lien ci-dessous, n'oubliez pas d'utiliser le code PILOT lors du paiement. Merci Incogni. Revenons à notre histoire. Au centre de contrôle de New York, le contrôleur aérien responsable du secteur, qui comprenait Carmel, aurait noté ses altitudes et estimations de passage sur ce qu'on appelle une fiche de progression de vol, utilisée pour garder une trace de toutes les informations rapportées par les pilotes en complément de son affichage radar primitif. Sur cette base, le contrôleur aérien aurait attendu que les vols Trans World Airlines 42 et Eastern 8053 se croisent simultanément au-dessus de Carmel. Ce qui signifie qu'une certaine forme de séparation serait nécessaire. Mais puisque ces deux avions volaient selon les règles de vol aux instruments, ou IFR, et qu'ils étaient actuellement autorisés à des altitudes différentes, le contrôleur aérien a décidé de maintenir cette situation en utilisant une séparation procédurale basée sur l'altitude. Par conséquent, il n'a pas autorisé le vol Trans World Airlines 42 à descendre davantage pour l'instant, mais à rester à 11 000 pieds. Tandis que le vol Eastern Airlines 85-3 resterait à son altitude de croisière de 10 000 pieds, garantissant ainsi que la séparation verticale minimale requise de 1000 pieds serait respectée. Maintenant, 1000 pieds est bien supérieur à la plus grande erreur d'altimètre possible qu'un avion puisse avoir, en supposant que tout l'équipement fonctionne et que les pilotes ont saisi la bonne pression barométrique. C'est donc encore la séparation minimale standard d'altitude entre les vols règles de vol aux instruments. Pour ce contrôleur, c'était une action totalement routinière, probablement sans aucun sentiment d'urgence ou d'inquiétude. En fait, il n'a même pas informé les équipages de la présence de l'autre, ce qui n'était pas nécessaire puisque la séparation minimale était respectée. Et ce n'est d'ailleurs toujours pas le cas aujourd'hui, même si certains contrôleurs aériens donnent parfois des informations de trafic par courtoisie. Mais souvenez-vous de ce que j'ai dit plus tôt à propos des 3 types de séparation comme couches redondantes. À l'époque, la séparation procédurale et la séparation visuelle étaient souvent vues comme des alternatives, pas comme des couches de sécurité complémentaires. Bien sûr, le résultat le plus sûr serait évidemment obtenu si toutes les méthodes de séparation disponibles étaient utilisées. Ce qui, dans ce cas, aurait également signifié dire à l'équipage d'Eastern Airlines quelque chose comme « Trafic croisé à votre 2 heures, 11 000 pieds, cap au sud, 1707 ». Ensuite, il aurait fallu dire l'inverse à l'équipage de Trans World Airlines car la séparation visuelle est plus efficace quand les pilotes savent où regarder. Donc, s'ils ne sont pas informés de la présence de trafic, les chances qu'ils voient effectivement l'autre avion sont bien moindres. Lors de la séparation procédurale, cette information peut distinguer un quasi-accident d'une catastrophe. Si, pour une raison quelconque, l'un des avions ne se trouvait pas à l'altitude qui lui a été assignée, que ce soit à cause d'un malentendu ou d'un altimètre mal réglé, par exemple. Aujourd'hui, comme toujours, c'est au contrôleur aérien de décider de donner ou non des avis de trafic pour 2 avions. Et lors d'une approche vers un aéroport très fréquenté comme New York, je ne m'attendrai pas vraiment à en recevoir un de nos jours. Nous, les pilotes, pouvons également voir les autres avions arriver de loin grâce à notre système d'anti-collision ou Traffic Collision Avoidance System qui affiche tout le trafic à proximité sur une carte mobile avec les altitudes relatives et la distance. Recevoir un rapport de trafic d'un contrôleur n'est plus aussi essentiel pour éviter les collisions en régime IFR aujourd'hui. Mais à l'époque où le Traffic Collision Avoidance System n'existait pas, la valeur d'un tel rapport était évidemment bien plus grande. Et les équipages de ces 2 vols allaient bientôt découvrir pourquoi, alors que le vol 853 poursuivait sa croisière à 10 000 pieds. Il volait en traversant les sommets cotonneux des nuages, s'élevant au-dessus d'une couche située quelques centaines de pieds plus bas.
et cela faisait passer l'avion à travers la lumière claire du soir au-dessus, où ils avaient également une vue complète de leur environnement. Soudain, alors qu'ils sortaient d'un de ces nuages, un immense Boeing 707 surgit à leurs 2 heures sur une trajectoire convergente. En un instant, le copilote pensa que le gros avion heurterait le sien s'il n'intervenait pas. Il cria « Attention !» puis tira sur son manche à balai pour monter. Mais ce Boeing 707 était-il réellement sur une trajectoire de collision avec eux? Après tout, ils étaient censés être à des altitudes différentes, séparés par 1000 pieds, non? Eh bien, une possibilité était que l'un de ces avions ne se trouvait peut-être pas à l'altitude prévue. Aujourd'hui, ce serait une question facile à résoudre aujourd'hui, mais en 1965, ce n'était pas aussi simple. Le 707 était bien équipé d'un enregistreur de données de vol qui montrait qu'il volait à 11 000 pieds, exactement là où il était censé être. Donc, cette partie était claire. Mais la constellation n'avait aucune boîte noire, parce qu'en 1965, les avions à piston n'étaient pas obligés d'en avoir. Et comme le radar n'enregistrait pas non plus son altitude, la seule façon d'être certain que la Connie était bien à 10 000 pieds, c'était par le témoignage des témoins. Les pilotes avaient signalé être à 10 000 pieds quelques minutes plus tôt et n'avaient pas indiqué avoir changé d'altitude depuis. Et plus tard, l'examen des altimètres a montré que les pilotes avaient également réglé la pression locale correcte. Au procès suivant, la défense des contrôleurs aériens a affirmé que la constellation n'était pas à 10 000 pieds, sur la base du témoignage du commandant de bord du 707 qui a estimé avoir aperçu la Connie seulement 2 à 300 pieds en dessous de lui. Cependant, la dernière note dans le carnet de l'ingénieur de vol sur la Connie signalait l'avion à 10 000 pieds. De plus, d'autres pilotes dans la zone ont indiqué que la météo à 10 000 pieds près du VOR de Carmel était composée de nuages duveteux au-dessus d'une couche de ciel couvert, ce qui était parfaitement cohérent avec le témoignage des passagers à bord du vol 853. Les preuves soutiennent l'hypothèse que le vol 853 était à 10 000 pieds quand le copilote a vu le 707 arriver à 11 000 pieds. Alors pourquoi a-t-il ensuite pensé que les deux avions allaient entrer en collision? La réponse concerne la façon dont les pilotes évaluent les positions relatives des avions proches. Et soyez patient avec moi, car cela va être un peu compliqué. Vous voyez, lorsqu'ils doivent rapidement évaluer le risque de collision posé par un autre avion, les pilotes prennent instinctivement en compte plusieurs paramètres, notamment la position de l'appareil arrivant par rapport à l'horizon, la vitesse de déplacement de la ligne de visée et la variation de distance. Maintenant, la vitesse de déplacement de la ligne de visée correspond à la rapidité avec laquelle la cible se déplace par rapport au champ de vision global. Si la cible suit une trajectoire de collision, la ligne de visée reste fixe et la cible paraît immobile dans le champ de vision. Elle devient simplement de plus en plus grande. Ce changement de taille à mesure que la cible se rapproche ou s'éloigne s'appelle la vitesse de rapprochement. Si la vitesse augmente rapidement, l'observateur estimera un risque de collision plus élevé. De même, une étude citée dans le rapport final sur cet accident a révélé que, si la vitesse de la ligne de visée est inférieure à 6 minutes d'arc par seconde, l'observateur peut estimer que la cible constitue une menace de collision. Une vitesse de ligne de visée dépassant 9 minutes d'arc par seconde sera probablement perçue comme un évitement. Mais si la cible et l'observateur suivent des trajectoires croisées à des altitudes légèrement différentes, la vitesse de la ligne de visée peut rester quasi nulle avec un changement rapide du taux de rapprochement imitant tous les signes d'une collision imminente. Par conséquent, dans ce type de scénario, le facteur dominant dans la prise de décision de l'observateur sera l'altitude relative perçue de la cible. Et un pilote jugera instinctivement cette altitude relative en fonction de la position de la cible par rapport à l'horizon. En gros, si la cible est clairement au-dessus de l'horizon, elle passera au-dessus, et si elle est clairement en dessous de l'horizon, elle passera en dessous. Donc, cela signifie bien sûr que si la cible est très proche de l'horizon, eh bien, elle sera considérée comme étant à la même altitude et donc comme une menace de collision. L'enquête a estimé que la vitesse de la ligne de visée et la vitesse d'approche correspondaient à un avion sur une trajectoire de collision. Le copilote aurait alors instinctivement évalué la menace selon la position du 707.
par rapport à l'horizon perçu, et je dis bien perçu, car dans ce cas, il n'y avait pas de véritable horizon. Les données météo et les témoignages des pilotes ont révélé qu'un gradient existait alors au-dessus du centre de l'État de New York, avec des sommets de nuages à 10 000 pieds près de Carmel, s'élevant jusqu'à 15 000 pieds vers le nord-ouest près de Syracuse. Et puisque cette couche nuageuse était relativement lisse, ces nuages élevés et lointains auraient donné l'impression d'un horizon qui était en réalité plus haut que le véritable horizon. Ainsi, quand le copilote du vol 853 a regardé à 2 heures, il fixait le nord-ouest vers un faux horizon, ce qui correspondait aussi à l'axe du 707 arrivant en face. Il aurait donc instinctivement pensé que le 707 était désormais à la même altitude et allait les percuter. Même informé par le contrôleur aérien d'un 707 à 2 heures à 11 000 pieds, il aurait pu douter de l'altitude signalée en le voyant à cause de l'illusion d'optique. Mais ces secondes de plus pour évaluer auraient sans doute suffi à lui faire réaliser que le 707 était en fait au-dessus d'eux, sans constituer une réelle menace. Mais comme l'avion est apparu sans aucun avertissement et que sa première impression était qu'il représentait un danger immédiat, il a réagi très rapidement, presque instinctivement, en tirant sur le manche à balai pour monter au-dessus de lui. Il faut préciser que ce n'est pas la conduite à adopter dans ce cas pour un pilote formé. Comme pour d'autres illusions optiques et sensorielles, les pilotes sont formés à faire confiance à leurs instruments et au système, et à ne réagir à une menace de collision que s'il est évident que quelque chose ne va pas. Si vous êtes en vol selon un plan de vol IFR dans un espace aérien contrôlé et que vous voyez un autre avion qui semble être sur une trajectoire de collision, il y a de fortes chances que ce soit vous qui vous trompez et non pas l'ensemble du système de séparation procédurale. Vous devez donc toujours prendre quelques secondes pour faire confiance, mais aussi pour vérifier. Et si ce copilote avait fait cela, il ne fait aucun doute que cet accident aurait pu être évité. Bien sûr, je comprends aussi que le délai ici était vraiment très court et qu'il a eu l'impression qu'il devait agir immédiatement. En tant que pilote professionnel, il faut parfois ignorer son instinct et faire confiance au système. Évidemment, nous ne savons pas pourquoi ce copilote expérimenté a réagi de cette façon. Peut-être que la plupart de son expérience s'était faite en vol à vue, où la séparation visuelle prime et qu'il n'avait pas été assez formé à la transition vers les opérations règles de vol aux instruments. Nous ne le saurons jamais vraiment. Mais ce que nous savons, en revanche, c'est que le 707 étant en fait 1000 pieds plus haut, sa décision instinctive de monter a soudain créé un risque de collision inexistant auparavant. Donc, quand ces deux pilotes du Connie ont relevé les yeux vers le 707 pendant la manœuvre, ils ont vu qu'il était encore sur une trajectoire de collision, semblant ainsi justifier leur décision initiale et exigeant en réalité une réaction encore plus drastique. Aujourd'hui, le Traffic Collision Avoidance System indiquerait clairement tout risque de collision et la manœuvre d'évitement à effectuer. Il suffirait donc de suivre ces instructions. Et cela signifie que le jugement humain a été totalement retiré de l'équation. En ce qui concerne les avions équipés du Traffic Collision Avoidance System, ce qui serait le cas de ces deux avions s'ils étaient en service aujourd'hui, au fait. Mais rien de tel n'existait en 1965, donc désormais tout dépendait des réactions en une fraction de seconde de ces deux équipages de vol qui convergeaient. À bord du 707, les pilotes ignoraient la situation jusqu'à ce qu'ils voient soudain la constellation sortir d'un nuage à 10 heures fonçant sur eux. Le commandant de bord, qui était le pilote en fonction, a immédiatement saisi son manche à balai, désengagé le pilote automatique, puis a tiré l'avion dans un virage à droite en montée pour tenter d'éviter la collision. Et son copilote l'a rapidement rejoint aux commandes, effectuant les mêmes actions, tandis qu'à bord de la constellation, le commandant de bord fit alors de même, tirant sur ses propres commandes pour aider son copilote. Cela signifiait que les deux avions montaient désormais l'un vers l'autre à seulement quelques secondes de l'impact. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose que le Traffic Collision Avoidance System moderne est conçu pour empêcher, parce qu'il donne des manœuvres d'évitement opposées aux deux avions, et si l'un des avions ne se conforme pas, il peut même inverser ses instructions. Dans ce cas, cependant, le commandant de bord du 707 s'est vite rendu compte que son virage à droite en montée ne fonctionnait pas. Alors, au dernier moment, il a plutôt incliné fortement à gauche et a commencé à pousser le manche à balai vers l'avant.
Mais c'était trop tard. À 16h18 et 43 secondes, l'aile gauche du 707 a percuté le stabilisateur droit de la constellation, le tranchant en passant au-dessus alors que la Connie montait fortement. L'impact a sectionné la dérive droite de la constellation ainsi qu'une partie du stabilisateur horizontal droit ainsi que la partie extérieure, 7,6 mètres de l'aile gauche du Boeing 707 jusqu'au pylône du moteur numéro 1, l'aile du 707 et le moteur numéro 1. La nacelle a ensuite également heurté de façon tangentielle le dessous du fuselage arrière de la constellation, arrachant plusieurs systèmes clés, dont le groupe d'assistance hydraulique et les câbles de commande des gouvernes de profondeur et de direction. Lors de l'impact dans le 707, passagers et équipage ont subi 2 fortes secousses d'environ 2,5 G. L'avion a alors brusquement roulé sur la gauche et est parti en piqué, plongeant dans les nuages en dessous tout en accélérant rapidement. Heureusement pour tout le monde, le moteur numéro 1, le capot et le pylône n'avaient fait qu'effleurer la constellation, ne causant que des dommages superficiels, si bien que le moteur a continué de fonctionner même si toute l'extrémité de l'aile du pylône manquait. Si le moteur numéro 1 avait cessé de fonctionner, la perte asymétrique de portance et de poussée du côté gauche aurait pu empêcher les pilotes de reprendre le contrôle. Mais avec les 4 moteurs et les commandes de vol toujours intactes, ils ont rapidement pu surmonter les dégâts, remettre les ailes à l'horizontale et enfin sortir de la plongée. Les pilotes du 707 ont déclaré une urgence et évalué les dégâts tout en recevant des vecteurs directs vers JFK. Ils n'ont pas eu de confirmation du train d'atterrissage sorti, alors ils ont survolé l'aérodrome à basse altitude. Après que le contrôleur aérien a confirmé que le train d'atterrissage était sorti, les pilotes se sont alignés et ont atterri normalement sur la piste. 3 ailes gauche, roues posées à 16h40, environ 22 minutes après la collision. Les équipes de secours sont intervenues rapidement, mais ont vite constaté qu'aucun des 58 occupants à bord n'était blessé. Et cela était en grande partie grâce au pilotage soigneux de l'équipage, ainsi qu'à une énorme dose de chance. Mais à l'insu des pilotes de Transworld Airlines, l'équipage du vol Eastern Airlines 853 menait désormais une lutte titanesque pour sa survie. À bord du Constellation, l'ingénieur de vol se rappelle avoir entendu le pilote crier, puis avoir été plaqué sur son siège lors de la manœuvre d'évitement. N'ayant jamais vu le 707, l'ingénieur de vol installé sur le poste de l'ingénieur de vol du Connie, placé sous les sièges des pilotes, n'offre pas une bonne visibilité à travers le pare-brise. Les pilotes ont alors ressenti la collision entre les 2 avions, mais au début, cela a simplement semblé être un léger choc. Dans les premières secondes, l'ingénieur de vol a cru qu'il n'était pas trop endommagé. Peut-être que le 707 ne les avait fait qu'effleurer en passant rapidement. Mais en quelques secondes, le Constellation a alors cessé de monter, a failli décrocher et a piqué brusquement dans une descente abrupte. Et cela s'est accompagné de l'allumage de plusieurs voyants d'alerte sur le panneau de l'ingénieur de vol, signalant une perte de pression hydraulique. Le Constellation a des commandes de vol mécanique assistées par hydraulique, n'exigeant pas de puissance hydraulique pour fonctionner. En somme, ce n'était pas dramatique. Mais lorsque les pilotes ont tiré sur leur commande pour sortir de la plongée, l'avion n'a tout simplement pas réagi, pas même un peu. Réagissant rapidement, les pilotes ont donc essayé d'actionner les compensateurs qui contrôlent le stabilisateur horizontal, espérant ainsi reprendre le contrôle de l'assiette, mais les câbles de compensation avaient également été sectionnés. À ce moment-là, l'ingénieur de vol se rappela un ami décédé 1 an plus tôt dans un accident d'avion inexpliqué. Et il comprit qu'il ne voulait pas que sa propre mort reste un mystère. Il sauta alors sur la radio et informa le contrôleur aérien qu'ils venaient d'être impliqués dans une collision en vol et qu'ils étaient en train de s'écraser. Alors que l'avion plongeait à travers la couche nuageuse, il en sortit bientôt, révélant les champs et forêts de l'État de New York qui montaient rapidement vers eux. Les 2 pilotes cherchaient frénétiquement à contrôler leur assiette. Soudain, le copilote proposa de pousser les manettes à fond pour provoquer un cabrage. De cette façon, le commandant de bord pensa que c'était une idée brillante, alors il poussa les manettes de poussée à fond. Et incroyablement, cela fit remonter le nez de l'avion, sortant l'appareil de la descente en piqué. C'est à ce moment-là que l'ouverture d'esprit du commandant de bord et son respect envers son équipage ont vraiment sauvé la situation.
car cette solution n'a été découverte que grâce à la volonté du commandant de bord d'utiliser les connaissances et l'expérience du copilote, ainsi qu'à la volonté du copilote de partager ses idées. Si cet exemple précoce d'un excellent CRM n'avait pas eu lieu, l'équipage n'aurait peut-être pas repris le contrôle à temps. Mais au lieu de cela, le vol 853 a alors redressé l'appareil et est remonté directement dans la couche nuageuse au-dessus d'eux. Après quelques cycles, montant et descendant à travers les nuages, les pilotes ont compris qu'ils n'avaient aucun contrôle sur les gouvernes de profondeur, mais pouvaient cabrer l'avion en augmentant la puissance, piquer du nez en la réduisant et tourner grâce à la poussée symétrique. Ils ont également découvert rapidement que les réglages de poussée nécessaires pour maintenir un roulis et une assiette stable ne permettaient qu'une vitesse de 125 à 140 nœuds, ce qui était trop faible pour maintenir leur altitude. En fait, dans cette configuration, l'avion s'installait dans un taux de descente stable d'environ 500 pieds par minute. Ils ont donc entamé un large virage à droite. Les pilotes ont rapidement repéré l'aéroport municipal de Danbury à Danbury, dans le Connecticut, mais ils n'ont pas pu manœuvrer pour une approche et ont finalement survolé l'aéroport à une altitude comprise entre 2 et 3 000 pieds. Le commandant a informé les passagers via le système de sonorisation qu'ils avaient eu une collision en vol et devaient se préparer à un atterrissage forcé. En entendant cela, de nombreux passagers ont paniqué et ont tenté de se déplacer vers l'arrière de l'avion. On pensait généralement que c'était un endroit plus sûr en cas de crash, mais en réalité, c'est une très mauvaise idée. À ce moment, comprenant que ce mouvement soudain de passagers pouvait dangereusement déséquilibrer l'avion, l'hôtesse de l'air de 22 ans demanda via le système de sonorisation à tous de rester assis et de lire la carte de sécurité. Cependant, leur demander cela ne faisait pas partie de la procédure de préparation de la cabine en urgence. Mais elle pensait que donner quelque chose de précis à faire aux passagers les empêcherait de paniquer. C'est une réaction rapide impressionnante, rendue possible par sa formation, qui lui avait permis de s'exprimer avec assurance avec tous. Les passagers récalcitrants l'ont écouté et sont rapidement retournés à leur place. À ce stade, les pilotes savaient qu'ils ne pourraient rejoindre aucun aéroport, rendant un atterrissage forcé hors terrain leur unique option. Les deux pilotes ont alors débattu des avantages et inconvénients d'atterrir l'avion sur un lac voisin plutôt que dans un champ. Encore une fois, un excellent exemple de CRM. Cette discussion avait pour raison le manque de bons sites d'atterrissage. Cette zone à la frontière entre New York et le Connecticut est assez vallonnée et très boisée, avec la plupart des champs de la région trop petits pour y atterrir ou traversés par des murets en pierre et d'autres obstacles. Mais soudain, ils ont aperçu un champ agricole près de leur point d'impact prévu, juste à droite de leur route, près du village de North Salem. Ce champ, situé sur le flanc d'une colline et incliné selon la trajectoire d'atterrissage, paraissait tout de même préférable à un lac pour le pilote. Le commandant a informé les passagers que l'avion était hors de contrôle et qu'un atterrissage forcé aurait lieu. Il leur a ensuite demandé d'attacher fermement leur ceinture de sécurité et de retirer tous les objets pointus de leur poche. Après cela, il a utilisé la poussée asymétrique pour commencer à aligner l'avion avec la piste, l'approche se faisant rapide et à forte pente, et pour une raison inconnue, le train d'atterrissage n'a jamais été sorti. Le rapport final n'a pas détaillé les raisons de cet événement. Mais cela pourrait être dû au fait que, sans puissance hydraulique, l'équipage aurait dû effectuer une extension manuelle compliquée du train d'atterrissage, ce qui n'était tout simplement pas possible par manque de temps. Mais je pense que cela n'a pas été fait parce que tout changement significatif de la configuration de l'avion aurait pu leur faire perdre le peu de contrôle d'assiette qu'ils avaient. De toute façon, il n'y avait plus de temps pour s'en préoccuper maintenant. Alors que le terrain s'élevait devant lui, le commandant de bord s'adressa une dernière fois aux passagers, les exhortant à se préparer à l'impact. Il poussa alors brièvement les manettes de poussée vers l'avant pour provoquer un dernier cabrage lors de l'arrondi à l'atterrissage. Maintenant, s'il n'avait pas parfaitement synchronisé ce geste, l'avion se serait écrasé nez en premier dans le champ en forte pente. Mais cette application de puissance a simplement relevé l'assiette juste assez pour amener l'avion en douceur vers la pente, évitant ainsi un impact initial catastrophique. Le Constellation a alors frôlé de justesse une ferme en descendant, obligeant deux jeunes garçons à s'écarter précipitamment.
Il a d'abord heurté un arbre avec son aile gauche à 14 mètres de haut, puis a continué jusqu'à ce qu'une deuxième collision arrache l'aile, arrachée net. Cet impact a éventré les réservoirs de carburant et déclenché une boule de feu alors que le reste du fuselage a finalement touché le sol et commencé à glisser en montée. La force de l'impact final a brisé la cabine en 3 sections qui ont pivoté sur presque 180 degrés alors que l'avion finissait par s'immobiliser. L'avion s'est arrêté, faisant face à l'opposé de sa trajectoire initiale. Malgré les lourds dégâts, l'impact avait été assez faible pour que presque tous les sièges restent fixés au sol, sans s'effondrer comme un accordéon. La seule exception à cela était la rangée de sièges 14 CDE qui avait été projetée à travers une brèche dans le fuselage, mais s'était ensuite immobilisée dans le champ. À l'extérieur, son seul occupant était presque indemne. Dans la cabine, les 53 autres passagers et membres d'équipage avaient miraculeusement survécu, mais l'épreuve était loin d'être finie. Vous voyez, dès que l'avion s'est immobilisé, un violent incendie s'est déclaré du côté gauche, envoyant de la fumée qui s'est répandue dans les allées. Les passagers ont immédiatement commencé à suivre les cris de l'équipage de cabine, fuyant à travers les brèches du fuselage ainsi que par les issues de secours, poursuivis par l'épaisse fumée noire étouffante. L'ingénieur de vol a repris ses esprits à l'extérieur de l'avion, où il a dû être aidé par quelqu'un, probablement le commandant de bord, et le copilote s'y trouvait aussi, blessé mais vivant. Mais comme les capitaines de navires d'antan, le commandant de bord Charles White n'allait pas abandonner son avion tant que des passagers sous sa responsabilité luttaient encore pour s'échapper, selon le témoignage d'un survivant. Dans un acte de grand héroïsme, White est alors remonté dans l'avion en flammes afin d'essayer de sauver toute personne qui s'y trouvait encore dans le fuselage avant. Lui et un autre passager, ou peut-être un pompier, ont tenté de libérer un jeune homme dont la ceinture de sécurité, un modèle ancien à friction, était restée bloquée lors du crash. Selon une version de l'histoire, White et son assistant ont tenté sans succès de libérer le jeune homme. Puis il est sorti prendre l'air avant que le commandant de bord White ne fasse demi-tour et ne retourne à l'intérieur, juste avant qu'une explosion n'engloutisse la cabine. Une autre version dit que White et son assistant ont essayé de libérer le jeune homme, puis l'assistant est parti. Lorsque la fumée est devenue trop épaisse pour respirer et seul dans l'obscurité toxique, le commandant de bord White a alors poursuivi ses efforts seul sans jamais ressortir. Maintenant, ce qui s'est exactement passé à l'intérieur de cet avion ne sera jamais connu avec certitude, mais ce que nous savons, c'est que le corps du commandant de bord White a été retrouvé plus tard juste à l'intérieur de la porte de sortie avant gauche. Tandis que le corps du passager piégé a été retrouvé dans l'allée près des rangées 7 et 8, et la cause du décès a été attribuée à l'inhalation de fumée. Le commandant de bord White a donc pu libérer le passager, abandonner ses tentatives ou tenter de partir. Mais les deux hommes ont succombé aux fumées toxiques alors qu'ils tentaient de rejoindre la sortie. 2 autres passagers, gravement brûlés lors de l'évacuation, sont morts à l'hôpital, portant le bilan à 4 morts, incluant malheureusement le plus grand héros de cette histoire, comme dans une tragédie grecque. Le commandant Charles White a été enterré avec les honneurs militaires au cimetière national d'Arlington, auprès des soldats de la Seconde Guerre mondiale. L'enquête sur l'accident menée par le Civil Aeronautics Board, le prédécesseur du National Transportation Safety Board, a conclu que la cause de l'accident était une mauvaise appréciation par l'équipage d'Eastern Airlines de leur séparation d'altitude avec le 707, due à une illusion d'optique, ainsi que les manœuvres d'évitement et contre-manœuvres qui en ont résulté de la part de l'équipage du 707. Une action civile intentée par la veuve du commandant de bord White s'est finalement terminée sans condamnation contre qui que ce soit, le juge ayant estimé qu'il n'y avait aucune preuve de négligence de la part des parties impliquées. Le rapport final du bureau d'enquête sur les accidents d'aviation civile sur l'accident manquait de détails. Ainsi, la plupart des informations sur les tentatives de sauvetage du vol 853 viennent des témoignages. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que cette histoire est un excellent exemple de la raison pour laquelle nous faisons les choses comme nous les faisons aujourd'hui. De la manière dont les contrôleurs aériens gèrent la séparation aux technologies comme le Traffic Collision Avoidance System qui aident les pilotes à éviter de telles collisions. C'est aussi l'histoire d'un équipage qui était en avance sur son temps et qui a appliqué les principes de ce que nous appelons aujourd'hui la gestion des ressources de l'équipage. Pour poser leur avion endommagé au sol aussi sûrement que possible, je voulais finir l'année avec une histoire positive pour montrer l'impact d'un pilotage exceptionnel et d'une bonne gestion des ressources de l'équipage.
Le but de cette chaîne est d'expliquer l'inexplicable à ceux qui ont besoin de l'entendre. Et j'espère aussi rendre l'aviation un peu plus sûre en inspirant la connaissance et de bonnes attitudes chez la prochaine génération d'aviateurs. Vous pouvez maintenant participer à cette mission et rejoindre notre équipage sur Patreon en scannant ce code QR ou en allant sur patreon.com/join/mentourpilot via le lien ci-dessous. Nous avons aujourd'hui près de 15 personnes à temps plein sur ce projet, ainsi que nos membres Patreon et sponsors. Et tous ceux qui achètent dans notre boutique de produits dérivés contribuent vraiment à payer ces salaires. Je m'appelle Peter Hornfeld et du fond du cœur, merci à vous et je vous souhaite à tous une excellente nouvelle année. Au revoir.